j'adore ce genre de truc. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette session qui affiche complet. On en est ravis. Cette session intitulée Intelligence artificielle, réseaux sociaux, plateformes et métaverse. Quelle Europe du numérique? Alors c'est vrai que ces derniers temps, vous avez sans doute entendu parler de RGPD, de DMA, de DSA, de IA Act, AI Act. Effectivement, ces dernières années, l'Union européenne s'est dotée d'un arsenal juridique pour mieux contrôler les activités des personnes et des organisations dans la sphère numérique, mais aussi pour renforcer sa souveraineté dans un monde toujours plus interconnecté, mais aussi profondément divisé. C'est bien la thématique de cette 12e édition du printemps de l'économie. Alors effectivement, l'espace numérique s'est imposé comme un terrain de conquête économique, mais au-delà de ça, d'influence géostratégique. Et dans ce contexte, c'est vrai que l'UE est présentée parfois, peut-être à tort d'ailleurs, comme un acteur de second rang. Alors pour discuter de tout cela, nous accueillons Alexandra Iteanu, avocate au barreau de Paris, spécialisée en propriété intellectuelle et numérique. Vous êtes responsable au sein du cabinet Iteanu Avocat du pôle Data et RGPD. On accueille également Tariq Krim, entrepreneur, on peut dire pionnier français du web, fondateur notamment de NetVibes. Vous vous décrivez comme un philosophe de la technologie, donc ça va être intéressant de vous écouter sur ces aspects de régulation. Philippe Latombe, député MoDem de la première circonscription de la Vendée depuis 2017, membre de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Et vous participez, Philippe Latombe, notamment au groupe de travail sur les droits et libertés constitutionnelles à l'ère numérique et également les usages des blockchains et autres technologies de certification des registres. Et enfin, Julien Pillot, économiste, enseignant-chercheur à l'INSEC Business School, membre du conseil scientifique du printemps de l'économie. Et Julien, vos travaux portent sur les stratégies concurrentielles et d'innovation des entreprises, en particulier dans les industries numériques. Alors, pour introduire les échanges, justement, Julien, concepteur de cette session, peut-être que tu peux commencer par nous parler du cas de TikTok, qui illustre justement la fin, qui illustre combien c'est devenu, cet espace numérique, un espace, comme je le disais, de convoitise économique, mais aussi géopolitique. Alors merci Thibaut de me mettre en difficulté dès la première question, ça me fait plaisir. Je vais prendre quand même une seconde pour remercier mes invités, de m'avoir fait l'amitié de m'accompagner sur cette table ronde. Et puis, vous saluez, vous toutes et tous, vous êtes très nombreux encore à être aujourd'hui présents parmi nous pour cette session et je vous en remercie. Et vous êtes également nombreux à nous suivre en ligne sur YouTube Live et LinkedIn Live notamment. Et je vous invite d'ailleurs à poser vos questions qui seront relayées aux intervenants à la fin de cette session. Alors je vais essayer de répondre à ta question, mais avant ça, vu que je vois qu'il y a beaucoup de jeunes parmi nous aujourd'hui, je voudrais faire un rapide sondage à main levée. En toute honnêteté, qui a l'application TikTok installée sur son téléphone portable? Levez la main. Voilà, voilà. Résultat sans appel. Quand on va parler de TikTok, on va parler évidemment d'une application dont l'usage a des implications économiques. Et le taux de pénétration de l'application parmi notamment la jeunesse occidentale pose question, mais il y a aussi des questions qui vont bien au-delà de la seule économie. Alors, TikTok, effectivement, c'est une application aujourd'hui qui fonctionne très bien. On considère qu'il y a environ 1 milliard d'utilisateurs réguliers de TikTok dans le monde. Et aux États-Unis, il y a plus de 100 à 120 millions d'utilisateurs déjà connectés sur TikTok. C'est une application qui est colossale et qui a démontré la capacité d'une application pensée et développée en Chine à s'exporter très loin des frontières chinoises. Ça pose plusieurs questions et on prête à TikTok beaucoup de mots en fait. Et ça va être ça mon propos. C'est-à-dire que derrière ces mots, il y a des pratiques qui sont effectivement discutables, il y a des mots qui sont plus allégués que prouvés au moment où on se parle, et puis il y a aussi une bonne dose d'hypocrisie. Alors commençons par certaines pratiques qui posent question. TikTok censurait certains contenus.
D'ailleurs, une censure à géométrie variable. Si vous êtes en Chine, ce sera difficile de trouver du contenu qui critique ouvertement la politique du Parti communiste chinois ou la traite des Ouïghours, par exemple. Mais si vous allez en Turquie, ce sera difficile de trouver du contenu caractère LGBT ou qui ferait la promotion de la consommation de l'alcool, par exemple. Ça, c'est plutôt avéré. D'ailleurs, TikTok s'en est clairement et ouvertement excusé. C'est pas pour autant qu'ils ont arrêté. Il y a d'autres pratiques qui posent question. TikTok, ce serait un cheval de Troie qui, en fait, espionnerait les utilisateurs à leur insu, à la fois à partir du contenu qu'ils consultent ou qu'ils postent sur TikTok, mais également de façon extrêmement passive et pernicieuse, en récupérant, du simple fait de l'installation de TikTok sur les téléphones, tout un tas de données qui sont présentes sur le téléphone, y compris des conversations vocales. Là, pour le coup, effectivement, ça pose de sérieux problèmes, à la fois en matière de qualité de qualité des données qui sont récupérées, qui peuvent parfois être extrêmement personnelles et sensibles, et notamment lorsqu'il s'agit de stratégies politiques ou de discussions de type secret industriel. Ça a mené pas mal de gouvernements à aller jusqu'à interdire ou suspendre TikTok. Nous, en France, par exemple, on a considéré qu'il fallait interdire l'installation de TikTok, mais d'autres applications récréatives, on comprenait bien que c'était TikTok qui était visé, des téléphones de tout un tas d'agents de la fonction publique. Et puis on prête aussi à TikTok d'autres problèmes, notamment sur une manipulation assez pernicieuse de son algorithme qui viserait en fait à promouvoir plutôt du contenu à caractère pédagogique en Chine et plutôt du contenu à caractère divertissement en dehors de Chine, notamment en Occident. Ce qui alimenterait une guerre des cerveaux. Vous savez, j'ouvre une parenthèse, mais il y a deux façons finalement de gagner une guerre des cerveaux. Soit vous formez et vous retenez des cerveaux sur votre territoire et vous les mettez à contribution de votre économie nationale, soit vous abrutissez les cerveaux des puissances rivales. Et c'est un petit peu ce que l'on prête à TikTok sans avoir forcément réussi vraiment à le démontrer. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce qu'il y a une petite dose d'hypocrisie quand même, malgré tout. Parce que, en fait, TikTok, aujourd'hui, a la mauvaise idée de prendre des parts de marché à des entreprises et pas n'importe lesquelles. Sur au moins deux marchés clés. Le marché de la recherche sur Internet. On n'y pense pas systématiquement lorsqu'on parle d'un réseau social, mais en fait, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, près d'un jeune Américain sur deux qui utilise TikTok et qui a moins de 25 ans aujourd'hui, se sert de TikTok comme d'un moteur de recherche de substitution. Il ne va plus sur Google, il ne va plus sur Bing pour faire des recherches sur Internet, il passe directement par TikTok. Ce qui veut dire qu'en fait, Google perd de l'argent, évidemment, mais surtout perd la porte d'entrée vers les informations que l'on peut consulter. Ce qui a une problématique stratégique majeure derrière, parce que vous ne maîtrisez plus finalement la voie d'accès vers l'information et donc sur ce que vous désirez promouvoir en priorité. Et puis le deuxième marché sur lequel TikTok prend des parts de marché, encore à des entreprises d'abord américaines, c'est sur le marché évidemment de l'attention, et notamment sur Facebook et Instagram, parce qu'aujourd'hui TikTok est un rival on ne peut plus sérieux, notamment sur le marché des plus jeunes connectés. Finalement, on reproche quoi à TikTok? D'utiliser encore mieux que ce que Facebook a pu inventer des algorithmes qui rendent les consommateurs complètement addicts au contenu. C'est pour ça que je dis qu'il y a un petit peu d'hypocrisie, parce que finalement, TikTok a réussi à battre une entreprise comme Meta à son propre jeu en ayant des stratégies encore plus efficaces en la matière. Alors, si je devais synthétiser tout ça, et avant de laisser la place à mes collègues, je dirais faire attention. La technologie, elle n'est pas bonne ou elle n'est pas mauvaise, elle est neutre, la technologie. En revanche, les technologies intégrées dans des services numériques à finalité commerciale, elles ne le sont plus. On n'est plus sur de la neutralité. Elles portent finalement en leur sein des objectifs évidemment économiques, mais également des valeurs fondamentales qui correspondent aux valeurs qui sont promues par les concepteurs de la technologie. Mais le droit aussi, en fait. Le droit, dans sa composante d'organisation de la société et de construction d'un projet de société, il peut être écrit d'une certaine manière, il peut être utilisé d'une certaine manière, il peut cibler certaines entreprises plutôt que d'autres et porter des valeurs qui dépassent la seule question économique pour promouvoir un projet de construction de société qui va bien au-delà donc juste de la question économique. Face à tous ces problèmes, effectivement, l'UE s'est dotée d'un arsenal juridique, c'est ce que je disais en introduction. Alors, Alexandra, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots quels sont les grands principes de cette régulation européenne du numérique? Oui, alors c'est vrai que depuis quelques années, l'UE a mis en place plusieurs textes pour asseoir sa souveraineté et pour véhiculer ses valeurs, comme disait Julien, qui passent aujourd'hui par les lois. L'un des premiers textes majeurs qu'on a tous entendu parler, c'est le RGPD.
qui est entré en application en mai 2018. Et depuis, il y a une succession de textes où on voit bien que la loi essaye de casser la situation d'oligopole où on se trouve aujourd'hui. Alors on parle notamment du DMA, Digital Market Act, qui lui vise spécifiquement les très grandes plateformes à services essentiels, c'est comme ça qu'on les appelle, et qui est là vraiment pour permettre de faire émerger des champions européens et pour justement essayer de rétablir un certain équilibre entre les entreprises européennes et les entreprises américaines qui aujourd'hui captent une grande partie du marché. À côté de ce DMA, il y a le DSA, Digital Service Act, qui est là pour réguler les contenus illicites en ligne. Et à côté de ces deux textes, il y a le texte dont on parle beaucoup actuellement, qui est l'IA Act. Et là, c'est aussi un peu ce que dit Julien, c'est qu'au-delà d'une réglementation, c'est vraiment on essaye vraiment de véhiculer nos principes, nos idées. C'est un texte qui est très critiqué parce qu'il est très flou. C'est vrai qu'on oppose souvent innovation et réglementation, et c'est un texte qu'on a essayé de rendre évolutif, en tout cas c'est comme ça que le législateur a essayé de le concevoir, et qui marque les valeurs européennes en interdisant certains systèmes d'IA qu'on considère qui peuvent menacer nos démocraties et en régulant d'autres systèmes d'IA. Par exemple, dans les systèmes d'IA qui sont interdits dans cet IA Act, il y a notamment tout ce qui est notation sociale, il y a tout ce qui est biométrie en temps réel, etc. Donc, on essaye vraiment en Europe aujourd'hui, à travers les régulations, de prôner notre souveraineté, de faire émerger les champions et de véhiculer nos idées. Philippe Latombe. Oui, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, c'est vrai que c'est ça l'objectif. La question, c'est est-ce que ça atteint sa cible ? A priori, DSA, DMA sont évolutifs, mais il va falloir qu'ils évoluent très vite. Je donne deux exemples aujourd'hui. Le fait d'avoir, pour Broadcom, racheté VMware et d'avoir multiplié le prix de la licence par 7. Alors VMware, c'est un logiciel qui permet la virtualisation de machines, notamment dans le cloud. C'est quasiment le seul logiciel qui soit utilisé. Il y en a d'autres, mais ils ne sont pas du même niveau, ils ne sont pas aussi connus. Et donc Broadcom a racheté VMware. La première des choses qu'ils ont fait, c'est de multiplier le prix de la licence par 7. Et d'exclure une partie des clients qu'ils avaient autrefois au profit de gros acteurs qui sont en capacité de payer. Et donc on voit que le DMA, là-dessus, n'intervient pas. Ça ne rentre pas spécifiquement dans le DMA. Deuxième exemple, c'est aujourd'hui sur l'intelligence artificielle. On a les talents, on a des entreprises comme Mistral, comme d'autres qui peuvent exister. On a un vrai problème, c'est la puissance de calcul. Et la puissance de calcul aujourd'hui, c'est parce que NVIDIA a fait l'objet d'acquisitions fortes de puces d'achat par des Américains, par les groupes américains, par l'État américain, et qu'aujourd'hui, des entreprises des entreprises européennes ou des États européens ne sont pas en capacité d'avoir accès à ces puces. Et ça, c'est lié à deux choses. La première, c'est que les Américains se sont rendus compte que les talents existaient par ailleurs et que donc s'ils voulaient pouvoir contrôler l'IA ou en tout cas avoir une sorte d'avantage compétitif, il fallait qu'ils aient la puissance de calcul. Et il y a un esprit derrière, ça rejoint le sujet de TikTok, c'est que les Américains sont en guerre économique et géostratégique avec les Chinois et qu'ils veulent assécher le marché des puces neuves pour éviter que les Chinois puissent développer leur propre IA et notamment des IA qui seraient des IA militaires. Et donc aujourd'hui, le DMA ne résout pas ce problème-là. Il va falloir qu'on fasse évoluer le DMA et dans l'IA sur la puissance de calcul et sur la partie concurrentielle, sur des logiciels qui aujourd'hui sont absolument essentiels pour faire fonctionner le cloud. Déjà qu'on n'est pas bon sur le cloud parce qu'on n'est pas parmi les 3 hyperscalers. Si en plus on nous met, en plus des chaînes qu'on avait au pied, des gros blocs de béton, on n'y arrivera pas. Or, on a besoin du cloud et des données pour aller faire de l'IA de façon intelligente. Et on a besoin de la puissance de calcul. Et ça, aujourd'hui, la frilosité de la Commission européenne et, j'allais dire, le fait que la Commission soit un peu lente sur le sujet, alors qu'on est sur des sujets technologiques qui sont extraordinairement rapides, les cycles économiques se sont très fortement raccourcis, nous avons besoin d'une agilité plus importante. Et si on demande aux législateurs, ce que je suis, de le faire, on va prendre 2-3 ans. On est lent pour faire la loi. Il faut qu'on arrive à faire du droit souple dans un premier temps et que le législateur soit là pour durcir le droit souple, pour l'ancrer dans les codes, une fois qu'il a produit ses effets et qu'on sait quels sont les bons effets ou les mauvais effets de ce droit souple. Et je pense que c'est aujourd'hui la logique qu'il va falloir prendre sur l'ensemble des textes européens à venir. Tariq Krim, quel regard l'entrepreneur que vous êtes porte sur cette régulation? Est-ce qu'effectivement ça peut freiner l'innovation et oui, l'innovation? Oui, je vous ai dit tout à l'heure, je ne suis pas du tout philosophe, c'est un surnom qu'on m'a donné parce que je m'intéresse non pas qu'aux choses, mais aussi au sens des choses et notamment au sens de la technologie. Bon, déjà, de manière
préalable, on devrait expliquer qu'on n'invente pas le futur avec du droit. Et j'aimerais faire un peu d'histoire, parce que finalement, depuis la situation dans laquelle on est, après y avoir réfléchi longuement, et je vais te mettre de côté, depuis 30 ans, on est quand même dirigé au niveau européen et national par des tocards en technologie, des gens qui ne comprennent rien. Absolument rien. Je t'ai mis de côté. Il y a quelques personnes qui comprennent les choses. Mon voisin, que j'admire parce que c'est un combat difficile. Et donc, on est dans un monde où on a des gens qui ne comprennent rien. Et les gens qui ne comprennent rien, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils savent faire? Prenons un ministre de l'économie, quel qu'il soit. La seule chose qu'il sait faire, c'est vous dire quel est le plus beau des 2 PowerPoint qu'il a vus. Il ne comprend absolument pas ce qu'il y a dedans. Il n'y a plus de compétences scientifiques, plus de compétences technologiques, plus rien, c'est le néant. Qui sait que le micro-ordinateur a été inventé en France par François Gernel? Intel, donc, qui a inventé les microprocesseurs, invente un microprocesseur et ne sait pas quoi faire. Au départ, il pensait en faire une calculette au Japon, il pensait en faire un produit, puis il y a un ingénieur français qui dit « moi je vais faire un micro-ordinateur ». Les ordinateurs, c'était des salles entières. Ensuite, c'est devenu la moitié d'une salle, et lui, il a dit « je vais le mettre dans une boîte ». Et il a créé le Micral. On est en 73. Et ce qui est fascinant, c'est que la vision française de l'informatique est totalement différente de la vision américaine, puisque quand Steve Jobs crée l'Apple 1 et 2 en 1977, c'est-à-dire 5 ans après, lui est fasciné par une marque qui s'appelle Cuisinart, qui est une marque de cuisine, et il dit « je vais faire des produits de grande consommation ». Alors, donc des produits jetables. Aujourd'hui, si on est dans un monde où on jette des téléphones tous les 2 ans, voire tous les ans pour certains, que les produits ne sont pas réparables, c'est toute une vision qui consistait à dire on va faire des produits de masse. En France, on avait une vision plus artisanale. Les Micral ont été, par exemple, je crois que c'était dans les péages français pendant des années. C'était très bien construit, c'était une vision différente. Personne ne connaît François Gernel, personne ne connaît l'histoire de l'informatique, et tout le monde oublie que dans les années 80, il y avait un réseau qui était basé sur une technologie qui s'appelle le X25, c'était une technologie, en gros c'était le Minitel, qu'on a construit de A à Z. On était meilleur que les US, meilleur que les autres, et que quand les États-Unis, en 93, parce que tout bascule, en fait, il faut comprendre, la situation dans laquelle on est bascule en 1993. En 93, enfin une année avant, Bill Clinton, qui est président, et Al Gore, le vice-président, dépêchent un jeune Américain qui vient en France pour observer le système Minitel, et ils disent il faut qu'on fasse un projet similaire, ça va s'appeler les autoroutes de l'information. À l'époque, il y a 2 standards. Standard X25 qui était le Minitel et l'Internet, le standard TCP/IP, donc l'Internet. Comme l'éducation nationale, enfin l'équivalent de l'éducation aux États-Unis et les militaires utilisaient l'Internet, on a dit c'est ça qu'on va utiliser. Qu'est-ce que faisait l'Europe en 1993? Le diesel propre. Des années après, les patrons des grandes sociétés automobiles qui ont fait croire que le diesel était propre ont trafiqué les chiffres. Donc on était complètement à l'ouest. On avait, personne ne le sait, mais dans les années 90, un téléphone mobile sur 3 était fabriqué en France. On avait des boîtes extrêmement bonnes dans le domaine des puces, dans le domaine des terres rares, vous savez, pour fabriquer les puces. On avait toute une chaîne de valeur. Et qu'est-ce qu'on a décidé? On a décidé de tout balancer. On a dit on va tout faire en Chine, et on vous dira parce que c'était la mondialisation, mais c'était aussi parce que beaucoup de grands patrons ne voulaient pas gérer les syndicats, ne voulaient pas gérer la complexité. Ce qui a changé depuis 20 ans, 30 ans, c'est qu'on est dans un monde complexe. Les choses qui ont de la valeur, c'est des choses complexes. Quand vous regardez Tesla, pourquoi Tesla réussit là où les autres ne réussissent pas? C'est parce qu'ils ont décidé de dire on ne va pas acheter une batterie, on va la fabriquer. On va aller acheter du lithium, on va embaucher des gens. Ça, c'est des choses qu'on savait faire avant. Et c'est des choses qu'on ne sait plus faire. Et une des raisons pour laquelle on ne le sait plus faire, c'est que les gens qui savaient faire sont soit partis, soit ont été démotivés, parce qu'on a une vision aujourd'hui, une vision assez large, où on dit on va faire par d'autres. On a des gens en France qui sont des champions pour dire on va faire avec les autres, on va faire avec les GAFAM, on va faire avec ça. Quand j'étais entrepreneur, j'ai monté 2 boîtes qui étaient en compétition avec Google. À chaque fois, on m'expliquait que non, mais on ne peut pas faire les choses, vous ne serez jamais aussi grand. Résultat, tous les ingénieurs que j'ai patiemment pris un par un sont maintenant chez Google, OpenAI, Tesla, Microsoft, etc. Donc il y a un vrai sujet. Le problème du droit, c'est qu'on soit on régule ce que l'on construit,
et d'ailleurs quand on le construit, on peut décider au départ comment les produits vont être, soit on régule, soit on ne construit pas. Et un des grands problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est que des réseaux sociaux, des plateformes de cloud, des choses comme ça, on ne sait plus les faire en Europe et en France. Et ça, c'est un sujet dont personne ne veut parler, parce qu'en fait, c'est toujours soit de la faute à pas de chance, soit c'est qu'on est en retard, soit c'est qu'on est trop nul. La réalité, c'est que pendant 30 ans, on a eu des gens qui étaient nuls à toutes les décisions et qui ont détruit le potentiel technologique de la France. Et aujourd'hui, quand on nous parle d'IA, Mistral, c'est une boîte qui est quasiment américaine, on aura le même problème. Alors, je ne veux pas être négatif. La réalité, c'est que c'est le capital humain, la valeur. Si on donne les moyens aux gens qui savent faire, on leur donne vraiment les moyens, on peut faire des choses intéressantes. Mais pour l'instant, on a une espèce de défaitisme, on entend en permanence, on est en retard, on ne sait pas faire, ça sera trop long. La réalité, c'est que quand l'Europe a voulu faire des choses, des projets importants, elle a réussi à le faire. Elle sait le faire en défense, elle sait le faire dans l'aviation, elle sait le faire dans tous les domaines. Et dans le numérique. Donc, s'il y a une chose à retenir, c'est que c'est votre génération qui fera qu'on peut être à nouveau dans le jeu. La génération d'avant, elle est déjà out. Alors, comme on a tout bazardé, comme on est nul, est-ce que ça veut dire que cet objectif de restaurer une certaine forme de souveraineté numérique, c'est une illusion, Julien? Alors, c'est une très bonne question. Dans souveraineté, il y a souverain. Il faut déjà qu'on s'entende sur ce que ça veut dire, la souveraineté, hein. Donc, quelque part, être souverain, c'est d'être maître de son destin. C'est de pouvoir décider pour nous-mêmes. C'est de pouvoir imposer éventuellement plutôt que de se faire imposer certaines normes, certains produits, certaines valeurs. Tariq l'a dit, c'est une question de ce qu'on sait faire et de ce qu'on ne sait pas faire. Donc, juste un petit point de pédagogie. Aujourd'hui, sur la souveraineté, les économistes ne sont pas tout à fait d'accord sur comment s'y prendre finalement pour construire une économie souveraine. Il y a deux visions extrêmes qui s'opposent, et puis après, je vais vous parler de ce que l'Europe a décidé de faire avec ses moyens, qui sont limités. Première vision, c'est une vision extrêmement libérale de la souveraineté. En gros, est souverain celui qui est le plus riche, beaucoup plus riche que les autres. Parce que s'il est le plus riche, c'est le plus gros donneur d'ordre, c'est le plus gros client. Il peut aller voir tous les producteurs du monde et lui dire « j'achète tes produits, j'achète tes composants dans telles conditions, et je veux qu'ils aient telle ou telle qualité ». Il y a une autre vision de la souveraineté. C'est le fait de ne pas dépendre de l'extérieur, de tout faire soi-même, un peu en autarcie. Si finalement vous ne commercez pas avec l'extérieur, que vous savez tout faire vous-même et mieux que les autres, c'est super. Puisqu'à un moment donné, vous êtes maître de votre destin. Les deux visions sont parfaitement caricaturales parce qu'elles ne tiennent ni l'une ni l'autre. Dans les deux cas, elles sont extrêmement étriquées. Et aujourd'hui, dans un monde de complexité dont parlait Tariq, il est impossible d'être ostensiblement le plus riche et de pouvoir imposer sa volonté à tous les producteurs du monde. Et il est impossible aussi de pouvoir tout maîtriser. Donc il faut faire des choix. L'Union européenne, pour essayer de regagner en souveraineté, elle a décidé de faire plusieurs choses. La première, c'est de réguler. Elle s'est voulu une puissance normative avec le RGPD, avec le DSA, avec le DMA, avec l'IA Act. Et on a vu tout à l'heure que ce n'était pas neutre, la façon dont on a construit ces éléments juridiques de réglementation et de régulation. Ça porte aussi nos valeurs sur ce que doit être la concurrence sur les marchés, les valeurs sur ce qui est licite ou illicite sur les activités en ligne. Est-ce que ça peut nous permettre d'avoir des champions européens numériques? Certainement pas, parce que c'est insuffisant. Éventuellement, si vous appliquez, si vous donnez les moyens de bien appliquer ces règles de droit, ça va vous permettre éventuellement d'empêcher les concurrents étrangers de courir aussi vite que ce qu'ils pourraient. Est-ce que ça vous permet, vous, de courir aussi vite? Encore plus vite? Non, parce que vous n'avez pas changé les fondamentaux du marché, et je vais y revenir. Ce qu'a décidé de faire l'Union européenne également, c'est deux choses, en plus de la régulation. C'est déjà d'essayer de réindustrialiser, au moins sur certains éléments de la chaîne de valeur du numérique. Se dire peut-être qu'on va réouvrir certaines mines dont les métaux critiques sont essentiels à la production de certaines choses, comme des microprocesseurs. D'ailleurs, peut-être que ce serait bien qu'on ait des capacités de production de microprocesseurs en Europe. Investissons pour pouvoir réimporter des capacités de production sur notre sol. Et puis, dans le même temps,
un autre véhicule d'investissement pour ce qu'on espère être des technologies d'avenir, de façon à pouvoir peut-être maîtriser les ruptures de demain. On a loupé les ruptures précédentes. On se dit que peut-être qu'on a un rôle à jouer sur l'informatique quantique. Et on investit dans l'informatique quantique. Pour essayer peut-être de se dire, OK, cette course-là, on ne l'a pas tout à fait gagnée. On va essayer de ne pas être complètement largué sur les prochaines. Mais le problème, c'est que l'argent ne fait pas tout en recherche et développement. Il n'y a aucun modèle économique qui démontre de façon complètement inattaquable le fait qu'à partir du moment où vous investissez plus en recherche et développement, vous serez plus innovant. Non, parce que sinon ce serait trop facile, ce serait complètement déterministe. En revanche, quand vous investissez plus en recherche et développement, quand vous investissez plus dans la recherche fondamentale et appliquée, vous avez plus de chances quand même d'être le maître du jeu sur les marchés d'innovation, y compris sur l'innovation de rupture. Vous augmentez vos probabilités. Et là, on a un problème de moyens. C'est pour ça que je vous dis que structurellement, le droit ne règle pas l'ensemble de nos problèmes. Et ce serait complètement une illusion de le faire. Je vous donne un exemple pour vous montrer les ordres de grandeur. Dans l'intelligence artificielle, vous avez le dernier rapport qui a été remis il y a quelques semaines au président de la République qui parle d'un effort d'investissement qu'il faudrait faire à l'horizon de 2030 de 27 milliards pour pouvoir jouer un rôle dans cette industrie de l'intelligence artificielle. Microsoft vient d'annoncer la création de Stargate, un seul nouveau data center. Et ce n'est pas la seule chose que Microsoft fait. Ce n'est pas les seuls investissements que Microsoft fait pour être fort dans cette industrie. Mais Stargate, c'est 100 milliards. D'accord? Donc là, on a un vrai problème de capital venture, on a un vrai problème aussi d'adéquation des politiques européennes, et on a du mal à chasser groupé. Mais si on n'est pas capable de chasser groupé, sur ces marchés-là, je vous garantis qu'on aura du mal à jouer un rôle autrement qu'un rôle de vassal. Et vassal, en matière de souveraineté, on n'aime pas ça. Tariq, vous vouliez réagir, je pense, sur cette histoire des investissements, justement. Oui, alors je voulais, évidemment, quand je dis le droit n'invente pas le futur, je crois à la régulation. Je pense que le parallèle qu'on peut faire entre le numérique et la nourriture est assez frappant. Déjà, ce sont deux choses dont on a besoin tous les jours pour vivre. Mais la question, c'est quoi manger? Si ce que l'on mange est toxique, évidemment, c'est pas très bon pour notre corps, c'est pas très bon pour notre mental. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on regarde, il y a 10 ans, j'avais lancé l'idée d'un slow web qui est inspiré du concept de slow food, de bien manger. Et une des choses qui est fascinante aux États-Unis, c'est que tout le monde mange, tout le monde va de temps en temps dans un fast-food manger des chips, des produits qui ne sont pas toujours, on va dire, très, très bons pour la santé. Mais on ne mange pas que ça. Et les gens qui développent les maladies, les gens qui deviennent obèses, en fait, ce sont des gens qui, malheureusement, pour des raisons économiques, parce qu'aux États-Unis, par exemple, les chips, ça coûte rien, et les produits de qualité, les salades bio, les produits bio, c'est hors de prix, ne mangent que ça. Et la question du numérique et la question de la régulation, c'est par exemple, est indispensable dans la nourriture. Une des chances qu'on a en Europe, c'est qu'on peut manger n'importe quoi a priori, et on pense qu'il n'y a pas de produits. Alors, ce n'est pas toujours le cas, mais majoritairement, c'est le cas. Et donc, la question qui va se poser au niveau des investissements, je pense aussi à la même chose qu'à l'agriculture, c'est qu'on est toujours là, on nous dit on va faire des champions mondiaux. On va faire les choses par étapes. On a des champions mondiaux dans plein de domaines, mais si on pouvait avoir des entreprises de taille moyenne, de qualité, qui font des produits de qualité, qui embauchent des gens de qualité et qui travaillent sur des projets très spécifiques, c'est pas mal. Aujourd'hui, on veut passer de 0 à 1000. Or, ça ne marche pas parce que le système aujourd'hui de la finance, de la technologie, ne fonctionne que pour des boîtes américaines. Aucune des boîtes européennes ne peut vraiment réussir aujourd'hui ce qu'on appelle les startups. Pourquoi? Parce que la partie ultime, quand vous allez en bourse, vous ne pouvez pas aller en Europe, vous allez aux États-Unis. Donc en fait, c'est un jeu qui est contrôlé, le jeu de ce qu'on appelle l'hypercroissance par le capital risque, est un jeu contrôlé par les États-Unis. Si on veut développer des industries technologiques en Europe, il faut utiliser ce qu'on a fait pendant longtemps avec des entreprises de taille moyenne, qui travaillent avec des entreprises un peu plus grosses, qui travaillent avec les géants du CAC 40, ce qu'on n'a jamais vraiment réussi à faire correctement dans le domaine de la technologie, avec de l'achat public. Je sais que toi, tu en es un grand défenseur. Donc il faut inventer un autre modèle. Moi, mon point, et c'est vraiment une des choses à retenir, c'est qu'on ne copie pas la Silicon Valley. La Silicon Valley est unique
Par contre, on peut inventer autre chose. D'ailleurs, on a inventé dans le passé autre chose. Si je peux me permettre, pour faire le lien entre les deux interventions, la souveraineté, elle va se jauger aussi à l'aune de nos talents et à notre capacité à produire des talents. Or, aujourd'hui, s'il y a un premier domaine dans lequel nous devons investir, dans lequel l'État doit investir, c'est l'éducation nationale. On est en train, les derniers chiffres sont tombés, la réforme du bac, la réforme du lycée est un échec total. C'est la fin de la production d'ingénieurs dans les 10 à 15 ans qui viennent. On a un nombre de bacs scientifiques, même en comptant ceux qui font que jusque 2 heures de maths, qui a été divisé quasiment par 2 chez les garçons, par 3 chez les jeunes filles. On est aujourd'hui dans l'ère de l'intelligence artificielle, on va avoir besoin de gens qui savent faire des maths, on va avoir besoin de jeunes filles qui savent faire des maths. Or, aujourd'hui, on ne prend plus, dès le primaire, les enfants pour les emmener vers les maths. Et si on veut pouvoir reconstruire n'importe quelle boîte industrielle, si on veut pouvoir réindustrialiser, il va nous falloir des ingénieurs. Si on n'a pas la capacité à produire les ingénieurs, on ne pourra pas le faire. Alors aujourd'hui, on est super content, on a des matheux géniaux qui sont la renommée française, on vit sur nos acquis. On est en train d'utiliser le stock, mais on n'a pas réussi à penser flux. On fait comme on sait faire avec les impôts, on prend là où il y a de l'argent et on ne sait pas comment est-ce qu'il faut faire pour produire de la valeur ajoutée qui va permettre de faire les impôts de demain. Et ben, dans la technologie, on pourra mettre le fric qu'on veut, un pognon de dingue comme dirait l'autre, et pourtant je l'ai soutenu à un certain moment, mais sur ce sujet-là, je ne suis pas d'accord. Il faut réinvestir massivement dans l'éducation nationale et changer totalement le paradigme de notre éducation nationale. Nous n'avons pas aujourd'hui suffisamment de culture scientifique. Il ne faut pas simplement que des codeurs, parce que ceux qui font du code aujourd'hui, peut-être que les IA génératives vont faire que ces métiers-là vont disparaître d'ici 5 ou 10 ans. On aura peut-être, pas sous, mais les très bons resteront de toute façon. Mais on va avoir besoin de gens qui au moins connaissent, comprennent, savent faire de la cohérence entre des chiffres qui sont sortis par un ERP quand ils sont dans une entreprise et ce qu'ils voient dans la compta. On va avoir besoin d'une culture mathématique qui n'existe plus. Et ça, les écoles d'ingénieurs, comme les écoles de commerce, enfin, le niveau des écoles de commerce, c'est assez symptomatique. La plupart des écoles de commerce post-bac obligent les étudiants à la rentrée avant septembre à faire un stage de remise à niveau de maths de 3 semaines à 1 mois. Juste pour leur faire comprendre, parce qu'après ça, ils ont besoin de faire des calculs bêtes de qui d'eux, de choses comme ça, qui sont des stats, parce qu'ils ont besoin de donner des stats aux étudiants. Donc on a un vrai problème là-dessus, et on n'a pas pris le taureau par les cornes. Et en Europe, on est quand même assez fort pour regarder le passé et pas voir l'avenir. Et aujourd'hui, l'Union européenne n'a pas suffisamment investi dans ses programmes d'éducation, et notamment dans les programmes d'éducation sur les sciences en direction des jeunes filles. En revanche, Alexandra, on peut dire que l'Union européenne, elle est sans doute en pointe en termes de droit, en termes de réglementation. L'arsenal juridique qu'on a évoqué, il est unique au monde, on peut le dire? Alors oui, l'arsenal juridique, il est unique au monde. Alors après, c'est ce qu'on disait, la loi ne fait pas tout. Ce que je veux quand même dire, premièrement, c'est que souvent, qui sont les plus compliant avec notre régulation? C'est les GAFAM, c'est les géants du numérique. Quand le RGPD est sorti, nous, dans notre cabinet d'avocats, toutes les entreprises françaises étaient en panique. Les premiers à parler du RGPD, à communiquer dessus et à montrer qu'ils étaient compliant, c'était les Facebook, c'était les Instagram, c'était les Google, etc. Donc oui, on a une régulation qui est unique au monde. Après, les géants de la tech, les Américains savent très bien comment l'utiliser, savent très bien l'utiliser pour eux et à leur bénéfice, contrairement à nos entreprises qui ont parfois du mal à respecter nos réglementations. Ça, c'est le premier point que je voulais dire. La deuxième chose, c'est que on a une réglementation qui est unique au monde. Oui, encore faut-il que ça permette à des champions d'émerger, et encore faut-il que l'État donne l'exemple aussi dans ces cas-là. Je vais parler de quelque chose qui va, je pense, faire réagir mes collègues, c'est le Health Data Hub. Of course, bien sûr. Je pense qu'on va avoir tous beaucoup de choses à dire dessus. Alors, on a en France quelque chose qui s'appelle la certification HDS, quand on est hébergeur de données de santé. C'est une certification qui permet d'héberger des données de santé. C'est quelque chose qui est français, qui n'est pas européen, je tiens à le dire. Ce qui est intéressant de noter, c'est que tout le monde peut être certificateur HDS. Qui sont les certificateurs HDS aujourd'hui les plus connus? Ça va être Microsoft, ça va être les Amazon, etc. Donc ces géants de la tech aussi peuvent être certifiés HDS. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une plateforme aujourd'hui qui est gérée par les services publics, qui s'appelle le Health Data Hub, et qui est une plateforme qui permet à des fins de recherche de gérer de la donnée de santé, etc. Qui héberge cette plateforme aujourd'hui? Je vous laisse deviner.
c'est Microsoft. Donc, notre État français qui met en place des réglementations et l'État européen qui met en place des réglementations, des certifications, il y a HDS, SecNumCloud et toutes ces choses-là, finit par choisir pour son hébergement un hébergeur américain. Alors, je pense que c'est intéressant et c'est là qu'on voit la limite de la loi, c'est là qu'on voit qu'effectivement on a des textes qui sont forts mais qui sont utilisés par les plateformes étrangères à notre insu au final. Tariq, ce Ace Data Hub, ça vous a fait tiquer? À l'époque, oui, maintenant je suis un peu moins surpris. Je pense qu'un pays qui ne sait pas... Vous savez, on se moque souvent des pays en Afrique qui ne savent pas construire leurs autoroutes, qui ne savent pas construire leurs services publics, qui ne savent pas construire ci et ça. Mais quand un pays comme la France ne sait plus héberger ses données de santé, s'occuper des choses basiques de la sécurité, s'occuper des choses basiques de l'éducation, je pense qu'on a tous connu pendant le Covid, on a vu, on a compris l'indigence des services qui sont à notre disposition. On devient une sorte de pays du tiers-monde numérique. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui trouvent que c'est normal. On a une sorte de mythe du colonisé, vous savez, c'est-à-dire qu'on a une colonisation de la Silicon Valley des esprits, avant même d'une colonisation technique, où les gens pensent c'est pas qu'on a perdu, c'est qu'on n'a même pas mené la guerre. Si je peux rajouter juste un point, je pense que là où le droit peut avoir son avantage, c'est qu'il va falloir aller fracasser le gouvernement et l'administration contre le droit. Et c'est pour ça qu'il faut intenter des actions devant le Conseil d'État. C'est pour ça que les différents recours qui ont pu avoir lieu sur EMC2, ce n'était pas le principe de EMC2 uniquement, c'était de montrer au gouvernement qu'il ne peut plus aller dans cette direction-là et que s'il n'applique pas les règles qu'il a lui-même décidé de faire voter, ça ne marche pas. Et donc le Conseil d'État a été saisi par des associations en référé. Alors ça n'a pas prospéré, mais ça va aller au fond. Et la question derrière, c'était est-ce qu'on peut aller sur la fameuse question de l'accord d'adéquation des données entre les États-Unis et l'Europe, qui est le DPF, qui a été négocié en catimini par la Commission européenne pour régulariser une situation de fait qui n'était pas celle que nous devrions avoir, qui avait déjà eu deux invalidations par la Cour de justice. Le truc, c'est qu'aller à la Cour de justice de l'Union, ça prend 18 à 24 mois, et ensuite il faut quasiment un an et demi à la Cour de justice pour se prononcer. Donc on voit que c'est une guerre, comme ce que je disais tout à l'heure, les cycles économiques se sont raccourcis, tous ces raccourcis, il faut qu'on arrive à être le plus agile possible. Et donc si on attend des parlementaires que j'arrive à négocier avec 300 de mes collègues pour faire une majorité, pour réussir à changer la loi, ça va être compliqué, surtout dans le contexte actuel de l'Assemblée, qui est une vaste garderie dans laquelle on se crie dessus comme si c'était une cour de récré. Et donc ces sujets-là ne sont pas des sujets en plus porteurs dans les circonscriptions. Moi, quand je rejoins un Vendée, que je leur parle de numérique, ils me regardent en disant « Oui, mais alors mon pouvoir d'achat, le prix de l'essence, c'est aussi des choses que je traite, mais j'essaie aussi de trouver les métiers de demain pour vos enfants, pour mes enfants. » Et donc, la vraie question, c'est que ces sujets-là ne sont pas abordés par le régulateur et le législateur que nous sommes. Il faut absolument qu'on aille les fracasser contre le droit, qu'on aille à la Cour de justice, qu'on aille au Conseil d'État, ce que les Américains font très bien. Dès qu'ils ont une règle de droit, ils disent au gouvernement, tu l'appliques ou tu ne l'appliques pas. Si tu ne l'appliques pas, je vais devant le tribunal. Et les tribunaux américains ont des procédures beaucoup plus rapides que les nôtres. Et donc, du coup, ça fait changer beaucoup plus vite les choses. Nous, on est sur des procédures à 18-24 mois pour commencer à être audiencé. Ce n'est pas normal. Là aussi, s'il y a un investissement à faire, c'est certainement dans la justice pour permettre de fluidifier les choses et éviter qu'il y ait des constructions de stocks entiers de dossiers qu'on n'arrive plus ensuite à apurer. Notre droit, c'est un frein, finalement, dans l'économie numérique par rapport aux Américains, aux Chinois, Julien? C'est bien parce que ta question va me permettre de jeter un pont entre tout ce qui a été dit. Finalement, on a deux vrais problèmes, mais vraiment structurels, qui sont majeurs. Là, aujourd'hui, on est 4 intervenants sur cette table ronde, et il se trouve qu'on connaît plutôt bien ces problématiques-là. Donc se mettre d'accord, ce ne serait pas extrêmement compliqué. Mais déjà, sur le plan mathématique, pour qu'on soit tous d'accord autour de la table, c'est 1 sur 2 puissance 4, donc il y a une chance sur 16 en fait, qu'on soit tous d'accord. Argument qualitatif mis à part. En Europe, en Union européenne, il faut qu'on arrive à se mettre d'accord à 27. Je vous laisse faire le calcul, mais on est sur forcément des lourdeurs, beaucoup de tractations, beaucoup de négociations, et c'est complètement contradictoire avec ce que disait monsieur le député, Philippe. Ouais, on a besoin d'agilité et on a des systèmes qui, aujourd'hui, nous paralysent, nous ralentissent, en fait, plus qu'autre chose. Tariq en a parlé aussi tout à l'heure, avec sa casquette d'entrepreneur. Et puis, le deuxième problème, c'est que, et là, je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Alexandra, est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi est-ce que les très grosses entreprises américaines, dans le cas du numérique, parce que c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, sont les plus compliant?
Parce qu'en vérité, le droit, il a été aussi un petit peu pensé pour ne pas être trop problématique pour elles. Parce qu'en fait, le droit, il arrive après des années et des années d'utilisation de leurs services, de pénétration de leurs services, et finalement de diffusion de leur business. Lorsque l'on pense le droit, non seulement ces entreprises-là ont plus de ressources techniques, financières, juridiques pour faire du lobbying de façon à pouvoir se mettre en conformité avec les règles, mais en plus elles appellent d'une certaine façon les règles parce que ce sont autant de barrières à l'entrée qui protègent aussi leur business. Et là, c'est l'autre grande erreur que l'on a commise, en tout cas à mon sens, en Europe, probablement à cause d'une grande méconnaissance de nos parlementaires des sujets numériques, c'est qu'en fait on a pensé les règles de régulation pour les acteurs numériques, non pas dans le sens où on va les ralentir ou remettre en cause leur business model, mais on va finalement cristalliser le business model. Si on avait vraiment voulu remettre en cause le business model en se disant que ces business models-là qui rendent les gens complètement addicts, qui ont une empreinte environnementale absolument catastrophique, si on voulait vraiment les remettre en cause, alors il aurait fallu penser des lois qui remettent en cause la façon dont les entreprises qui portent le business numérique, soit sur la partie applicative ou sur la partie hardware, peuvent exercer réellement leurs activités. Elles sont où les règles de droit à valeur extrêmement contraignantes autour de la sobriété numérique? Moi, je les attends. Ça aurait dit à Google, Microsoft et tous les autres, en fait, la façon dont vous faites de l'argent depuis des années, c'est plus possible. Mais là, aujourd'hui, en fait, il n'y a rien de réellement contraignant pour elles. Avant de vous laisser poser vos questions, Tariq, vous vouliez réagir? Oui, deux petites choses. Sur ce que tu disais, en fait, on a maintenant des chiffres. On n'avait pas beaucoup de chiffres. Comme vous le savez, le déficit extérieur de la France est catastrophique. Le terme catastrophique, pour une fois, toute ça. On a à peu près 20 milliards qui sont imputables au numérique. Ça veut dire qu'en fait, l'absence de technologie européenne, le fait qu'on utilise des plateformes, ça nous coûte 20 milliards tous les ans. Et ce qui est fascinant, c'est que, et c'est une autre chose qui est importante, c'est qu'au-delà du droit, effectivement, et des questions qui ont été posées, qui sont souvent des choses pour défendre le consommateur, on a changé de monde. On est dans un monde avec des vrais méchants. Aujourd'hui, on a basculé dans une économie de guerre numérique. On ne sait pas qui sera élu président des États-Unis, mais si demain Trump décide que les entreprises américaines de faire une taxe à 40% sur les données hébergées sur les GAFAM, ça paraît dingue, mais quand on met Trump dans la même phrase, soudain ça devient quasiment plausible. Qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire que la SNCF ne peut plus payer son cloud, ça veut dire que le FData ne peut plus payer son cloud, ça veut dire que tous les acteurs qui utilisent ces plateformes ne peuvent plus opérer. Il y a un coût économique. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que les retraites américaines sont financées par la bourse américaine et donc par les GAFAM, ce qu'on appelle les Magnificent Seven. Donc c'est qu'à chaque fois qu'on achète des logiciels américains ou du cloud, on paye les retraites des Américains. Quand on crée des entreprises en France avec des ingénieurs français, on paye les systèmes de retraite. On n'a pas parlé des retraites sous cet angle, mais la réalité, c'est que si demain on a le numérique, c'est aussi un système qui crée des bons emplois, où les gens sont bien payés, et qui permet de maintenir le système et le modèle social que l'on a. Un modèle où on n'est que sur TikTok ou que sur Instagram, et où en fait tout l'argent est défiscalisé et part aux US, c'est un modèle où on n'a plus de création de valeur. Donc il y a aussi derrière ça, pas qu'uniquement un choix de droit ou de technologie, c'est aussi un choix de société. Enfin, pour votre génération en plus. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne suis pas très GAFAM, vous le savez, en tout cas, si vous ne le savez pas, maintenant vous le saurez. Mais quand il y a l'annonce aujourd'hui à Paris, aujourd'hui, il y a quelques jours, de la création d'un centre de recherche sur l'IA en France, je suis content. Parce que là, au moins, on aura sous la main les ingénieurs qui vont être là. S'ils doivent partir, ils vont essaimer en France ou en Europe plutôt que traverser l'Atlantique. Et surtout, il y aura des cotisations sociales qui vont être payées en France. Et je préfère ça que de voir ces mêmes talents partir s'exporter directement aux États-Unis. Quand ils en auront marre de leur entreprise, essaimer dans les entreprises qui sont autour, parce qu'ils ne vont pas changer de lieu de vie comme ça. Et donc, en fait, on a besoin de créer ces pôles-là. Alors peut-être que c'est un début, c'est certainement pas l'alpha et l'oméga, mais on a besoin de recréer ces pôles de talent ici, même s'ils sont avec des capitaux étrangers dans un premier temps, mais qu'on puisse le faire ici et avoir des cotisations sociales, parce qu'il faut qu'on prévoie l'avenir. Notre modèle social n'est pas le modèle de capitalisation des États-Unis, c'est un modèle de redistribution. Il faut le penser aussi, c'est qu'on tape dans les stocks, mais il faut penser au flux, encore une fois. Il nous reste quelques minutes pour prendre vos questions. Si vous avez des questions, levez la main. En attendant,
les candidats. J'en profite pour saluer les personnes qui nous suivent à distance. Beaucoup de classes prépa, le lycée Passy-Saint-Honoré à Paris, le lycée Lursa à Toulouse, mais également à l'étranger. On salue les étudiants de l'université de Lisbonne qui nous suivent, de l'université de Dakar, le lycée d'Athènes, également des étudiants de Swansea au Pays de Galles. On est suivi vraiment, c'est un événement mondial, le printemps de l'économie, c'est formidable. Qui a une question pour nos intervenants? Bon, personne dans la salle pour le moment, si? Allez-y. On va vous passer un micro. Merci. Voilà. Vous parliez tout à l'heure de flexibiliser le droit qui serait trop compliqué pour le numérique, etc. Mais est-ce que, et là c'est politique et démocratique, est-ce que flexibiliser ce droit, ce ne serait pas laisser une brèche à peut-être un ultralibéralisme dans le numérique, mais donc peut-être moins de contrôle et plus de danger au final? Parce qu'à court terme, ça pourrait avoir un effet peut-être financier, mais à long terme, sur les citoyens, etc. Du point de vue du droit, je vais me permettre de répondre. Je prends l'exemple du RGPD. On a mis un cadre juridique qui est le RGPD. Ensuite, on a demandé à ce que chaque pays européen ait une autorité. Alors nous, en France, c'est une autorité administrative indépendante. Et cette autorité, elle fait du droit souple. Et elle est obligée d'appliquer et le RGPD et les règles de droit qui ont été votées par le Parlement en France. Mais par contre, elle doit interpréter ces règles à l'aune des changements de modèles économiques ou technologiques. Je prends un exemple, le payer consent, le fait d'aller sur les réseaux sociaux et de dire si vous ne voulez pas de pub ciblée, vous êtes obligé de me payer quelque chose. C'est une nouvelle technologie, c'est une interprétation du droit qu'ont fait les Américains du RGPD en disant maintenant, les gars, vous m'avez dit que j'avais plus le droit de faire de pub ciblée, vous m'avez beaucoup tapé dessus, moi j'ai besoin de gagner de l'argent, donc soit vous me donnez, et c'est du consentement, et donc ça rentre dans le RGPD, vous consentez à me donner vos données, soit vous payez le fait de ne plus avoir de pub. Et vous voyez que ça marche sur les réseaux sociaux, ça marche aussi sur toutes les plateformes de VOD dans tous les coins. Vous avez maintenant du Netflix avec pub ou sans pub, quasiment gratuit ou beaucoup plus cher. Et le truc, c'est que comment est-ce qu'on va réguler ça? On va attendre 3 ans que les parlementaires français aient décidé de se saisir du truc, se mettre d'accord pour trouver une règle qui sera obsolète au moment où ils l'auront prise. On ne peut pas le faire. Il faut absolument qu'on ait aujourd'hui des organes de droit souple qui sont saisis directement par les citoyens, qui donnent une première interprétation. C'est ensuite éventuellement contesté ou pas au Conseil d'État devant les juridictions, mais au moins on a régulé dans un premier temps, il y a une interdiction, et on voit, nous législateurs, ce qu'il en est et quelles sont les évolutions et ce qu'on peut garder ou jeter de cette interprétation par les autorités administratives indépendantes. Et je pense que c'est aujourd'hui la seule façon que nous avons pour essayer de rattraper le temps, c'est que nous avons besoin de faire confiance aux autorités administratives indépendantes, et très honnêtement en France, elles font plutôt bien leur job et elles sont vraiment totalement indépendantes. Oui, très rapidement, parce que vous avez parlé d'une chose très intéressante. Et dans le mythe de la Silicon Valley, ou en tout cas le mythe de l'Internet libre, il y a cette idée que vous, l'utilisateur, c'est à vous de décider. Vous êtes seul, c'est vous. On ne va pas vous empêcher de faire les choses, on va pas vous expliquer comment vous devez faire les choses, c'est à vous. Sauf qu'on est dans un système qui est fondamentalement inégalitaire. Moi-même, qui ai fait de l'Internet et du design pendant des années, dès que je prends mon téléphone sur Instagram, hop, je scrolle et 10 minutes de ma vie a disparu, comme ça. Et pourtant, je connais toutes les astuces. Donc, le problème, et c'est l'avantage, et je rejoins ce que tu disais tout à l'heure sur le RGPD, qui était une loi que je trouve très bien faite, même s'il y a trop de pop-up sur les sites, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi collectivement définir ce qu'est l'intérêt général. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un système où à chaque fois qu'on dit c'est vous l'utilisateur, c'est à vous, on vous donne le choix. D'ailleurs, vous avez vu, tout est personnalisé, vous pouvez cliquer sur toutes les options. En fait, vous ne savez même pas ce que vous faites. D'ailleurs, personne ne sait ce qu'on fait. On ne sait jamais, quand on a cliqué, ce qui se passe derrière. Et donc, il y a tout ce travail qui est nécessaire. Et vous, votre génération, Steve Jobs disait un truc absolument génial. Il disait, le jour où vous avez compris que cette table, cette chaise, tous ces trucs ont été faits par des gens comme vous, et donc vous pouvez le changer si vous le voulez, la priorité, ça va être d'apprendre, non pas forcément le droit, même si je pense que c'est une bonne discipline d'avenir, tu ne me contrarieras pas, c'est que comprendre comment ce monde des algorithmes fonctionne, et que ce n'est pas de l'algorithme, c'est des humains qui ont créé des programmes pour capter votre attention, pour vendre de la pub, des Nissan, des machins, pardon, je n'aurais pas fait de pub pour des marques, pour vendre des produits. Et donc, une fois que vous avez compris ça, et que vous avez compris comment ça marche, ça ne veut pas dire pour autant que vous êtes immunisé, mais au moins on voit ce à quoi on a affaire. Est-ce qu'on a une toute dernière question? Oui, allez-y. On vous entend pas.
Bonjour, du coup vous parlez d'influence numérique et politique, donc par exemple avec TikTok. Qu'en est-il si on parle d'attaques directes et par exemple de cybersécurité? Donc si on prend l'exemple des attaques qui ont frappé les hôpitaux ou plus récemment les plateformes éducatives, on a un peu l'impression que l'Europe serait un peu en retard en termes de défense. Donc quelle perspective pour la cybersécurité en Europe? Alors, on revient avec Tariq du FIC, où on a aujourd'hui un écosystème d'entreprises de cyber de très haut niveau. On a parmi les meilleures entreprises de cybersécurité. Simplement, contrairement à ce que les Américains font, les Américains ont tout intégré dans leurs solutions de cloud, etc. Nous, on a encore des entreprises de petite taille, et il faut fusionner les briques. Et ça, c'est compliqué. Et puis, on a un vrai problème aujourd'hui, et je m'arrêterai là, on a un problème sur les entreprises. C'est que les entreprises, les hôpitaux, les organisations ne sont pas suffisamment éduqués à la culture de la cybersécurité. Donc il nous faut absolument les éduquer. Donc NIS 2, là encore, une régulation européenne va arriver. Elle est censée faire monter le niveau de tout le monde pour éviter ce genre de choses. Mais aujourd'hui, on a encore des hôpitaux qui ont des problèmes d'Active Directory. Alors c'est très technique, mais ils ne gèrent pas les Active Directory. Donc il y a des accès libres dans tous les coins, il y a des trucs pas contrôlés. Et donc il suffit que quelqu'un y aille. Et comme la donnée vaut de l'argent, les attaques sont des attaques, c'est pas des attaques d'État. Toutes celles des attaques d'État, c'est plutôt du DDoS, c'est plutôt des choses qui permettent de bloquer le système. Là, ils récupèrent de la donnée pour demander de l'argent. Ce sont des criminels, comme on le ferait, comme des groupes, le font au Mexique ou ailleurs quand ils font des enlèvements pour demander une rançon. Mais ils font la même chose avec nos données. Et là aussi, il y a de l'éducation à faire dès le plus jeune âge à l'école. C'est quoi votre donnée ? Vous devez la protéger comment? C'est quoi un mot de passe? Vous devez le changer comment? Tout ça, aujourd'hui, n'est plus enseigné. Et c'est un des vrais problèmes. Si je puis me permettre très rapidement, parce que vous avez posé une question importante, vous avez parlé d'attaques cognitives. En fait, il y a 3 types d'attaques aujourd'hui. En gros, le monde est en train de se séparer en 2. On a l'Internet des démocraties et l'Internet des dictatures. Et l'Internet des dictatures est en train de se fermer complètement. Ça veut dire que quand on a TikTok... quand on a TikTok en... Bon, ça ne marche plus. Je te passe mon temps de parole. Voilà, merci. I yield. Quand on a TikTok en Europe ou aux États-Unis pour travailler certains sujets, l'inverse n'est pas vrai. Et donc vous avez d'un côté tout ce qui est cyberattaque, hacker les infrastructures, tout ce qui est attaque cognitive, hacker les cerveaux, c'est-à-dire changer les perceptions sur tel sujet. Et il y a un autre sujet important, c'est le droit. L'arme, le droit est aussi une arme, par exemple avec l'extraterritorialité du droit. Les États-Unis, par exemple, ont une règle, et la Chine s'en dote également, qui leur permet de dire « Ah, si vous êtes chez tel ou tel opérateur, je peux aller, au nom de la sécurité nationale, piocher dans vos données, je n'ai pas besoin de vous poser la question, je le fais et vous n'êtes même pas au courant. » Donc on est dans cette triple question, et à répondre à la question, on est non pas en guerre, mais dans une période très bizarre où des États testent les sécurités, testent beaucoup de choses, et malheureusement, ou en tout cas heureusement, espérons-le, que ça se passera bien pendant les Jeux Olympiques, ça va être effectivement un des pics de ce genre de choses. Pour conclure peut-être, je crois qu'il faut aussi raison garder, c'est-à-dire que la sécurité dans la vie réelle, c'est surtout l'illusion du contrôle en fait. Et qu'on a bien pu voir, l'expérience faisant foi, que ce n'est pas une question de moyens, on pouvait mettre des policiers à tous les coins de rue, etc. À un moment donné, la sécurité, ou plutôt le risque d'insécurité n'est jamais réduit à zéro. Dans les systèmes numériques, il y a la complexité à manager. Il y a des interconnexions extrêmement rapides, extrêmement multiples, parfois à l'insu même des entreprises qui ne savent pas qu'elles sont interconnectées avec des serveurs, qui elles-mêmes les interconnectent avec d'autres acteurs. En fait, ça crée une chaîne. Et s'il y a bien un principe que l'on sait, c'est que la solidité d'une chaîne se mesure toujours à la résistance de son maillon le plus faible. Et tant que dans ce monde de complexité extrêmement véloce, il y aura des failles techniques ou des failles humaines, alors il y a des gens qui s'engouffreront dedans. Donc ce qu'on peut faire éventuellement, c'est renforcer la sécurité, renforcer la cybersécurité par l'éducation des citoyens aux bons usages numériques, par les mesures de protection technique, mais également toujours pédagogiques auprès des entreprises pour qu'elles soient beaucoup plus précautionneuses. Mais en vérité, ce ne sera jamais qu'une illusion. Voilà, il y aura toujours des failles, et tant qu'il y aura des failles, il y aura toujours des personnes pour les exploiter. Merci beaucoup Julien, merci beaucoup à tous nos intervenants, et merci évidemment à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis en présentiel ou en distanciel, comme on dit. À très bientôt, et puis évidemment le printemps de l'économie, ça continue avec une nouvelle table ronde tout de suite. Merci encore.